Bienvenue sur myschool.tn. Aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 2, leçon 1, lecture d'un dessin d'ensemble. Alors, l'autre fois, on a commencé le rappel. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans le même sens. On va faire développement des connaissances. On va traiter un exemple, système de conditionnement de parfum. Alors, ce système se trouve sur vos manuels de cours, de la page 35 jusqu'à la page 38. Donc, je vais traiter ce système avec vous et on va voir les questions qui sont posées. Voilà. Pour illustrer tout ce qu'on a vu dans le rappel lecture d'un dessin d'ensemble, on va traiter cet exemple, système de conditionnement de parfum. Ce système existe sur vos manuels de cours, de la page 35 à la page 38. Je vais m'intéresser exactement au système d'évacuation de carton plein. Ce système est composé essentiellement d'un moteur, d'un réducteur à 2 étages, c'est-à-dire premier étage réducteur à polycroix et réducteur à engrenage. Ensuite, un système de transformation de mouvement par système vis-écrou, ce qui va entraîner en translation la table par rapport au bâti. Le dessin d'ensemble de ce système est donné à la page suivante. Je jette un coup d'œil global sur le système. Je remarque la présence du moteur, un système de transmission par polycroix, un système de transmission par engrenage, et enfin un système de transformation de mouvement par vis-écrou. Pour répondre aux questions posées, première question, quelle est la liaison entre la poulie 3 et l'arbre moteur? Par quoi est-elle réalisée? Sur le dessin d'ensemble, je m'intéresse à cette zone, là où il y a la liaison entre la poulie 3 et l'arbre moteur. Je remarque la présence de cette pièce, la pièce 2. C'est une vis de pression. Et je remarque aussi un usinage exercé sur l'arbre. Cet usinage, c'est un méplat. Je rappelle la forme de méplat. Donc la réponse finale sera la liaison entre 3 et l'arbre moteur est une liaison encastrement réalisée par vis de pression 2 et méplat sur l'arbre moteur. Deuxième question. Par quoi est assurée la transmission du mouvement de l'arbre moteur à l'arbre intermédiaire 12? Sur le dessin d'ensemble, ça c'est l'arbre moteur et ça c'est l'arbre intermédiaire 12. Comment est transmise la rotation de l'arbre moteur à l'arbre intermédiaire 12? Donc je m'intéresse à cette zone. Je remarque l'existence d'un système poulie-croix, poulie motrice, poulie réceptrice, poulie motrice, poulie réceptrice et une courroie. Donc la réponse, transmission par poulie 3, 6 et la courroie 4. Question suivante. Par quoi est assurée la transmission du mouvement de l'arbre intermédiaire 12 à l'arbre de sortie 24? Sur le dessin d'ensemble, ça c'est l'arbre intermédiaire 12 et ça c'est l'arbre de sortie 24. Je remarque la présence de ce système. Donc il s'agit bien d'un engrenage. Je rappelle que l'engrenage est formé par un pignon et une roue dentée. Le pignon, c'est la roue qui a le faible diamètre ou le faible nombre de dents. Donc ici, il y a le pignon et ici, il y a la roue. Donc la réponse est transmission par engrenage. Pignon arbré 12 et roue dentée 14. Pignon arbré 12 et roue dentée 14. Pour la question suivante, justifier la présence des évidements H réalisés sur la roue dentée 14. Sur le dessin d'ensemble, on remarque qu'il y a une zone entourée ici, appelée H. Donc, il s'agit de cette forme-là, qu'on appelle évidement. Alors, c'est quoi l'évidement? Je rappelle que le mot évidement, ça veut dire un vide prévu dans une pièce, un vide prévu dans une pièce, pour en diminuer le poids ou réduire une surface d'appui. Donc, le vide qui a été usiné ici, c'est pour diminuer le poids de la roue 14. Donc la réponse, alléger la masse de la roue 14, c'est-à-dire diminuer le poids. Question 5.
Le coussinet 16 est monté ajusté par rapport au bâti 11 et l'arbre 24. Choisir parmi ces deux propositions, H8 F7, H7 P6, l'ajustement convenable et préciser son type avec jeu ou avec serrage. Le coussinet 16, le voilà. Il est monté entre le bâti 11 et l'arbre de sortie 24. Je rappelle que le coussinet est une bague en bronze. Elle est utilisée pour assurer un guidage en rotation. Et vu la matière, c'est pour diminuer le frottement et subir l'usure. Donc, son montage nécessite, le montage du coussinet nécessite que ce soit avec serrage, avec l'alésage ou le corps, et avec jeu au niveau de l'arbre. C'est une question pour faciliter le montage du coussinet. Pour cela, je choisis un ajustement ici entre le coussinet et l'alésage H7 P6, c'est un ajustement avec serrage, et entre le coussinet et l'arbre, un ajustement avec jeu de type H7 F7 ou H8 F7 ou H7 F6. Donc, la réponse, ajustement entre 16 et 11, entre le coussinet et l'alésage, un ajustement H7 P6, c'est un ajustement avec serrage, et un ajustement entre le coussinet 16 et l'arbre 24, H8 F7, donc c'est un ajustement avec jeu. Question 6. Quel est le nom et le rôle du composant formé par les pièces 20 et 21? Voilà les pièces 20 et 21. Donc je remarque que ces deux pièces réalisent une liaison entre ces deux arbres. En 3D, on peut voir ça. Ça représente 20 et 21, ça représente ce composant-là. Alors ce composant est appelé accouplement. Ça permet d'accoupler l'arbre de sortie du réducteur avec la vis de manœuvre ou bien la vis d'entraînement de la table. Accoupler les deux arbres, ça veut dire les lier. Donc le nom c'est accouplement, le rôle, accoupler l'arbre 24 à la vis 23. Ou bien on peut dire transmettre la puissance entre deux arbres situés dans le même prolongement. Les arbres 24 et 23. Question 7. Quelle est la fonction de la vis 23 et l'écrou spécial 19? La vis 23 et l'écrou spécial 19. Donc l'écrou, on le voit sur la coupe BB. On voit bien la vis ici et l'écrou. Donc ça c'est la vis. L'écrou se trouve en dessous de la table. On ne peut pas le voir parce qu'il n'y a pas une coupe à ce niveau-là. Donc la fonction d'un système vis-écrou, c'est transformer le mouvement de rotation de la vis 23 en mouvement de translation de la table 18. La vis 23 va être entraînée en rotation, ce qui va permettre la translation de l'écrou qui est lié à la table. Question 8. Par quoi est assurée la liaison complète entre l'écrou 19 et la table 18? La liaison entre l'écrou 19 et la table 18. Donc je m'intéresse à cette zone. En 3D, je peux voir l'écrou et la table sont liés par ces éléments. Donc la réponse, 4 vis 25. Question 9. Comment est assuré le guidage en translation de la table 18? Sur le dessin d'ensemble, je m'intéresse à cette zone-là. Ça, c'est la table 18. Je remarque cette forme. Alors, cette forme, on l'appelle queue d'aronde. On la voit bien ici. Donc, la réponse est guidage en translation par forme en queue d'aronde. C'est cette forme-là. Question 10. L'écrou spécial 19 est fabriqué en alliage de cuivre. Justifiez ce choix. L'écrou 19, le voilà. Il est fabriqué en alliage de cuivre. On remarque les hachures de la matière. Donc, cette hachure-là, on l'utilise pour le cuivre et ses alliages. Alors, en fait, on utilise cette matière-là pour diminuer le frottement entre la vis 23 et l'écrou 19 et
subir l'usure. Vu que la vis va tourner, la vis elle est en acier, l'écrou il est en cuivre, donc l'usure va être portée par l'écrou. Question 11. Quel est le rôle de la pièce 22? La pièce 22, la voilà. Elle se trouve ici. Donc, ici on remarque qu'il y a une fente. Une fente, c'est cette forme-là. Lorsqu'on insère la vis à ce niveau et on fait un serrage, cette fente va être réduite. Donc, on va assurer, si vous voulez, ici, une adhérence entre ces deux pièces-là. Dans notre cas, on a intercalé dans cette fente des cales de réglage. En fait, ce sont des feuilles de tôle minces. Pourquoi? Pour pouvoir gérer la distance entre, ou bien l'épaisseur de la fente. C'est-à-dire, on peut augmenter cette épaisseur ou bien la diminuer. Et dans quel but on va faire ça? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'écrou 19 va subir une usure. Donc, il y a une augmentation de jeu entre la vis et l'écrou. Et par suite, s'il y a une augmentation de jeu, la transmission ne sera pas faite correctement. Pour résoudre ce problème, on utilise des cales de réglage à ce niveau pour pouvoir régler ce jeu-là. Donc la réponse sera permettre de rattraper et régler le jeu dû à l'usure de l'écrou 19. Question 12. Expliquez les désignations des matériaux des pièces suivantes. La pièce 11, matière terra, ENGJL 200. Alors c'est quoi cette désignation? Si on prend le guide et on s'intéresse exactement au paragraphe 81.1, on trouve les fentes. Par exemple, fente à graphite lamellaire, désignation terra, ENGJL. Ensuite, il y a un nombre indiqué à ce niveau-là. Donc, si on lit ici la désignation symbolique, après le préfixe EN, les fentes sont désignées par le symbole GJL, suivi de la valeur en mégapascal. 1 mégapascal égale à 1 newton par millimètre carré. Donc, cette valeur, c'est en mégapascal. C'est quoi cette valeur? C'est la valeur en mégapascal de la résistance minimale à la rupture par extension. La résistance minimale à la rupture, qu'on désigne par RR. Donc, la réponse est fente à graphite lamellaire avec résistance à la rupture 200 mégapascal. La pièce suivante, c'est la pièce 23. Son matériau est le 35, c'est RNI 16. On utilise le guide. Donc, en fait, c'est un acier faiblement allié. Si je lis ce paragraphe rapidement, la désignation comprend dans l'ordre un nombre entier, c'est-à-dire c'est ce nombre-là, égal à 100 fois le pourcentage de la teneur moyenne en carbone. Donc, c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100. Ensuite, un ou plusieurs groupes de lettres qui sont les symboles chimiques des éléments d'addition, rangés dans l'ordre de teneur décroissante des éléments d'addition, rangés dans un ordre décroissant. Une suite de nombres rangés dans le même ordre. Une suite de nombres. Ici, on a un seul nombre, 16. Donc, une suite de nombres rangés dans le même ordre que les éléments d'alliage. Autrement dit, le 16, c'est le pourcentage de cran. Mais attention, les teneurs sont multipliées par un coefficient multiplicateur, variable en fonction des éléments d'alliage. Voir tableau ci-contre, c'est ce tableau-là. C'est-à-dire, si on a 16 qui sera lié avec le chrome, le coefficient multiplicateur est 4. Donc on fait 16 sur 4. Prenons un exemple. 51, c'est RV4. Ça veut dire, c'est un acier faiblement allié avec 0,51% de carbone. 4, c'est le pourcentage de chrome. Et attention, il faut utiliser le coefficient multiplicateur. Donc le chrome a le coefficient 4. Faisant 4 sur 4, on trouve 1. Donc 1% de chrome. Alors V, معندوش pourcentage, معندوش nombre. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit un faible pourcentage de vanadium. Appliquons cet exemple à notre cas. On dira, c'est un acier faiblement allié avec 0,35% de carbone, 16 sur 4, parce que le chrome, le coefficient multiplicateur est à 4, donc 16 sur 4, ça fait 4, donc 4% de chrome,
Ni, c'est le nickel, mais en douche un nombre, donc on dira un faible pourcentage de nickel, ou bien quelques traces de nickel. Pour la matière suivante, c'est le CuSN8P. Ça commence par Cu, donc c'est un alliage de cuivre. Donc sur le guide, cuivre et alliage de cuivre. Donc prenons cet exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? CuZn39Pb2. Donc alliage de cuivre avec 39% de zinc et 2% de plomb. Appliquons cet exemple à notre cas. On aura alliage de cuivre avec 8% de SN, l'étain, donc 8% d'étain, et P, donc on coule quelques traces de phosphore. La pièce suivante, c'est le C60. En consultant le guide, donc les aciers commençant par la lettre C, ce sont des aciers non alliés. Alors, prenons cet exemple, C40. 40, ça veut dire 0,4% de carbone. Donc on lit ici, la désignation se compose de la lettre C, suivie du pourcentage de la teneur moyenne en carbone multiplié par 100. Donc dans notre cas, on a C60, on dira alors acier non allié avec 0,6% de carbone. Un autre exemple, la pièce 5, matière terre S185. En consultant le guide, on trouve des aciers notés par S, ou désignés par S ou par E. Si on lit ce paragraphe rapidement, la désignation commence par la lettre S pour les aciers d'usage général et par la lettre E pour les aciers de construction mécanique. Le nombre qui suit indique la valeur minimale de la limite d'élasticité en mégapascal. La limite d'élasticité est RE, la résistance élastique. Exemple, S235, donc 235 c'est la résistance élastique. Appliquons ce qu'on vient de lire sur notre exemple. Donc S est un acier d'usage général. Avec 185, il y a la résistance élastique, donc RE égale à 185 mégapascal. Question 2.1. En se référant au dessin d'ensemble de la table coulissante, page 37, complétez dans l'ordre le tableau des classes d'équivalence cinématique, le graphe de liaison et le schéma cinématique. Donc, on a le dessin d'ensemble. On va terminer les classes d'équivalence cinématique. Donc, on a les classes A, B, C, D. La classe A commence par la pièce 12, B commence par la pièce 11, C la pièce 14 et D la pièce 18. En fait, ici, je vous conseille de travailler dans l'ordre, c'est-à-dire de commencer par le repère 1 jusqu'à ce que vous arriviez au dernier repère, le repère 26. C'est-à-dire, je prends le repère 1 et j'essaie de voir à quelle classe il appartient. En fait, juste, je vous explique, classe d'équivalence, appelée aussi groupement cinématique, ça veut dire on cherche les pièces qui sont encastrées ensemble. Donc, je remarque ici que le corps du moteur 1, à ce niveau-là, il y a deux axes, ce qui désigne qu'il y a une liaison par vis. Donc, le corps du moteur est lié au bâti. Le bâti, c'est le repère 17. Alors, j'ai pas ici un repère 17, donc je vais continuer ma recherche. Je remarque ici qu'il y a une autre vis, ou bien un autre axe qui désigne une vis. Je conclus alors que le bâti 17 est lié avec cette pièce. Je cherche le repère de cette pièce, je trouve que c'est le repère 11. Je conclus alors que le corps du moteur repère 1 appartient à la classe qui commence par 11. Donc j'indique 1 ici. Alors pour les pièces 2 et 3, c'est-à-dire la poulie motrice et la vis de pression qu'on a vu tout à l'heure, ils sont liés à l'arbre moteur. Ça forme un seul groupe. Mais dans ce cas-là, dans notre exercice, on n'a pas prévu ici un groupe pour l'arbre moteur et la poulie motrice. Donc, on va passer 2 et 3, on va les laisser à côté. Pour la pièce 4, c'est une courroie. Et on sait que la courroie, c'est un organe de transmission. Donc, il ne peut être lié à aucun autre organe. Donc, je passe. La pièce repère 5. Alors 5, c'est cette pièce-là. En revenant vers la nomenclature, on trouve que cette pièce, son nom, c'est un cache protecteur. Donc ce cache-là, il est lié à la pièce 9. Elle-même, elle est liée à la pièce 11. Donc j'indique ici 5.
Pour les pièces 6, 7 et 8, tout cet ensemble-là, il est encastré avec l'arbre 12. Donc j'indique ici, dans le groupe A, 6, 7 et 8. Pour la pièce 9, j'ai conclu tout à l'heure qu'elle est liée à la pièce 11, au bâti. Donc 9. 10 aussi, c'est un joint plat. Il est entre 9 et 11 pour assurer l'étanchéité. Donc il appartient au même groupe. Alors la pièce 11 est déjà indiquée, la pièce 12 est déjà indiquée, la pièce 13 c'est le coussinet, il est monté serré dans l'alésage, donc il appartient au groupe qui commence par 11. 14 c'est la roue dentée, elle est indiquée ici. Pour la pièce 15 c'est une clavette, donc elle participe à la liaison encastrement entre 14 et cet arbre-là. Donc 15 moins 14. 16, c'est un coussinet, il est monté serré dans l'alésage, c'est-à-dire dans la pièce 11. 17, maintenant, c'est le bâti. Donc j'ai conclu tout à l'heure que 17, les pièces L, c'est cette pièce-là, elle est liée aussi avec 11. 18, c'est la table coulissante, donc elle est indiquée ici. 19 est lié avec 18 par les vis, donc 19 moins 18. 20 et 21, on a dit tout à l'heure que ça c'est un accouplement, c'est pour lier les deux arbres verts. L'arbre vert, il est encastré avec la roue dentée 14. Donc, je conclus que 20 et 21 sont liés à la pièce 14. 20 et 21. Pour la pièce 22, le cale de réglage, elle est liée à cet écrou 19 que j'ai déjà mis ici, donc j'ajoute 20. Plutôt 22, pardon. 23, c'est cette vis-là. Elle est liée par l'accouplement à cet arbre. Lui-même est lié à la pièce 14. Donc, 23 mal 14. 24. Alors, 24, c'est cet arbre-là. Comme je viens de le dire, l'arbre 24 est lié avec la vis 23 par l'accouplement. Donc, tout cet ensemble-là est lié à la roue 14. 25, vous m'allez vis. Donc le 25 c'est eux qui assurent la liaison entre 18 et 19. Donc 25. Et 26, c'est un autre coussinet. Donc il est lié au bâti parce qu'il est monté serré dans l'alésage. Donc 26 ma 11. Voilà, j'ai terminé le groupement cinématique. Ensuite, à partir de ce groupement cinématique, j'ai coloré le dessin d'ensemble. Et comme ça, je vois bien l'apparition de 4 groupes principaux. Le groupe en rouge, le bloc moteur avec le bâti. Le groupe en, si vous voulez, en gris, c'est l'arbre intermédiaire. Et le groupe en vert, c'est la vis avec la roue dentée 14 et l'accouplement. Et le groupe en bleu, c'est la table coulissante. On me demande maintenant d'établir le graphe de liaison. Je commence alors. Ici, il y a une méthode à suivre, toujours dans l'ordre, travailler dans l'ordre, c'est-à-dire prendre le groupe A, essayer de voir s'il y a une liaison avec B, ensuite s'il y a une liaison avec C, ensuite s'il y a une liaison avec D. Donc on fait AB, AC, AD. Par suite, puisque j'ai vu B, A, B, donc prenons le groupe B, BA, je continue BC, BD. Et enfin, il me reste une seule possibilité, les CD. Alors je commence alors AB. Est-ce qu'il y a une liaison entre A et B? A ou le groupe ou B ou là. Je vois bien que ces deux groupes, il y a un contact à ce niveau-là. Donc il y a une liaison. Une liaison à ce niveau. Là, il y a deux coussinets. Et le coussinet, l'une des fonctions termes est assurer le guidage en rotation. Donc il y a une liaison pivot. A et C. Donc le groupe en gris avec le groupe en vert. Il y a un contact à ce niveau. Donc il y a une liaison à ce niveau-là. Alors là, il y a un contact entre les dents de l'engrenage. Lorsqu'on a un contact entre deux dentures de ce type, la denture droite, le contact entre les dents sera un segment. Donc on appelle cette liaison linéaire rectiligne, entre parenthèses, engrenage. Entre A et D, entre le groupe
qui est coloré en gris et le groupe bleu. On remarque que les deux groupes n'ont pas de contact, donc il n'y a pas de liaison. Prenons maintenant entre B et C. B, l'ahmar, le rouge, et le C, le vert. Il y a un contact à ce niveau-là, donc il y a une liaison. Alors il y a deux coussinets à ce niveau-là, ce qui assure une liaison, un guidage en rotation, donc il y a une liaison pivot. Entre B et D, entre le rouge et le bleu, suivant la coupe BB, je remarque qu'il y a un contact à ce niveau. Un contact sur une forme qu'on a appelée tout à l'heure forme en queue d'aronde. Donc il y a un contact, donc il y a une liaison. Alors la liaison, la forme en queue d'aronde, ça permet un mouvement de translation. Donc la liaison est une liaison glissière. Ensuite, est-ce qu'il y a une liaison entre C et D maintenant? Le vert et le bleu. Il y a un contact à ce niveau-là. Donc il y a une liaison. Alors il y a un filetage à ce niveau. Donc le filetage donne directement une liaison hélicoïdale. Voilà le graphe de liaison. Maintenant, on nous demande de terminer le schéma cinématique. Je vais commencer par indiquer les repères des groupes A, B, C, D. Donc, première chose à faire à ce niveau, c'est de faire la correspondance entre le schéma cinématique et le dessin d'ensemble. Je remarque ici le moteur. Donc, je fais la correspondance, c'est ce moteur-là. Là, je vois l'arbre moteur. Donc, est représenté par ce trait. La poulie motrice et la poulie réceptrice et la courroie. C'est cet ensemble-là. Je remarque à ce niveau, il y a le pignon désigné par ce symbole, un petit trait des deux côtés. Donc le pignon en vert et la roue dentée en vert. Donc c'est cette roue-là. Ensuite, tout cet arbre-là est désigné par ce trait. Enfin, je remarque que ce symbole-là, ça désigne le bâti, c'est-à-dire l'ensemble en rouge. Donc, après cette, si vous voulez, l'analyse entre le schéma cinématique et le dessin d'ensemble, je vais essayer de trouver les noms des groupes. Alors, je vais commencer par cette flèche. Cette flèche correspond au symbole du pignon. Le pignon, donc c'est le groupe coloré en gris, si vous voulez. Donc, c'est le groupe lié de la file 12. Donc, c'est le groupe A. Ensuite, si je suis ce rectangle-là est lié à ce trait, donc à ce trait-là, ce qui fait, on a ici le bâti. Donc ça, c'est le groupe B. Ensuite, en vert ici, ça, c'est la vis. Donc c'est le groupe C. Enfin, ça, c'est la table, en bleu, donc c'est le groupe D. La liaison entre A et B. Entre A et B. C'est cette liaison à ce niveau-là. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a deux coussinets, donc ça nous a donné la liaison pivot. Donc, elle est déjà représentée. Maintenant, la liaison entre C et A. On a dit que c'est une liaison linéaire rectiligne entre A et C, c'est-à-dire entre le groupe qui est coloré en gris et le groupe qui est coloré en vert. Le contact est à ce niveau. On a dit que c'est une liaison linéaire rectiligne. Cette liaison est symbolisée par ce trait-là. Donc on n'a pas à représenter en fait la liaison linéaire rectiligne. Juste ce trait, ça représente la liaison linéaire rectiligne. Ensuite, la liaison entre B et C. B et C. Donc c'est à ce niveau-là. Il y a deux coussinets, on a dit tout à l'heure que c'est une liaison pivot. Alors B et C, donc le symbole va être représenté à ce niveau-là. On a dit que c'est une liaison pivot. Le symbole de la liaison pivot, j'indique le symbole de la liaison pivot. Faites attention s'il vous plaît, il faut toujours lier le symbole de chaque côté. Sinon le symbole n'aura pas de sens. Alors la liaison suivante, c'est la liaison entre B et D. C'est la liaison à ce niveau-là. On a trouvé tout à l'heure, c'est une liaison glissière. Donc l'ensemble B en rouge, l'ensemble
puisque c'est une liaison glissière, donc je représente le symbole de la liaison glissière. Enfin, il me reste une liaison, c'est la liaison entre C et D. C'est une liaison hélicoïdale, donc c'est à ce niveau-là, entre C et D. Donc je vais représenter le symbole à ce niveau, le symbole de la liaison hélicoïdale, le voilà. Donc, j'obtiens mon schéma cinématique complet avec les noms des groupes et les symboles des liaisons.